Au large de la Floride, Cuba et ses plages sublimes. Chaque année, 2,5 millions de touristes affluent sur ses côtes, en particulier à Varadero. Coupée du reste de l'île par un péage, cette lagune de sable blanc s'étend sur 20 km, où s'alignent des dizaines d'hôtels-clubs, tout compris. La dernière fille, sont Farniente, chaleur et eau turquoise, un cocktail savoureux pour ces 5 copines françaises qui passent régulièrement leurs vacances à Cuba. Ça, c'est de la noix de coco cubaine. J'en veux 2, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Je sais même pas combien ça coûte. C'est combien? Une, c'est 2 pesos. Donc les deux, ça fait 4 pesos. Franchement, elle est bonne. On voit qu'elle est fraîche. C'est quoi ce qui vous plaît le plus ici, en fait? L'ambiance, la plage, la chaleur de l'eau, la température de l'eau. C'est vraiment les vacances, quoi. Là, on se prend pas trop la tête. Les vacances, mais pas forcément pour tout le monde. Jusqu'à il y a 2 ans, les Cubains étaient privés de la plus jolie plage de l'île. Aujourd'hui, ils ont à nouveau le droit de s'y prélasser et de s'adonner à leur passe-temps favori, les dominos. Un changement que Patricia découvre. Elle n'a pas remis les pieds à Cuba depuis 5 ans. Quand je suis venue, il n'y avait aucun Cubain. Il n'y avait que des touristes. Les Cubains n'avaient pas le droit de venir sur la plage. Alors que c'est quand même... Ça, c'est la différence aujourd'hui. C'est rétabli. C'est très bien. Car depuis quelques années, le pays change, mais pas forcément la vie quotidienne des Cubains. Loin de l'image d'Épinal, derrière les palmiers, le soleil et la salsa, il existe un autre Cuba. Celui des interdits, des privations et du manque de liberté. Du lever au coucher, on fait la queue, la queue, la queue. C'est le royaume du système D. Ici, les Cubains sont obligés de flirter avec la légalité et risquent de faire de la prison pour avoir simplement acheté du bœuf. Un peuple encore soumis à des règles d'un autre temps. Vous n'achetez pas de riz? Je n'ai plus le droit sur mon carnet. Régime communiste dirigé par Fidel Castro pendant 50 ans, Cuba est aujourd'hui mené d'une main de fer par son frère Raúl. Même s'il ouvre peu à peu le pays en rétablissant des droits fondamentaux, comme celui de vendre sa voiture ou d'acheter une maison. C'est dur. Il faut se battre. Mais ça va. J'aime bien lutter. Autrefois tous fonctionnaires, les Cubains ont aussi le droit d'exercer certains métiers à leur compte, comme remplisseurs de briquets ou manucure. La calle de los revolucionarios. No, la calle de todos los cubanos. ¡Viva Fidel! Dale para acá, cacho maricón, anda. Ils sont pourtant nombreux à résister et à lutter de l'intérieur. Certains allant même jusqu'à se moquer du chef suprême. Dans ce pays totalitaire où la police est omniprésente, difficile pour un journaliste étranger d'exercer son métier. C'est donc avec une petite caméra et un visa de touriste que nous avons travaillé. Plongé au cœur d'une des dernières dictatures communistes au monde. C'est face à l'océan dans les Landes que vivent Kenya et sa fille Anna. Il y a 10 ans, Kenya a pu quitter Cuba en épousant un Français, avec lequel elle vit toujours. Demain est un grand jour car, comme chaque année, elle retourne dans son île pour 3 semaines de congé auprès de sa famille. Kenya a rencontré son mari Pierre à Cuba, alors qu'il était en vacances. Il va falloir que tu me passes pour pouvoir mettre du film autour de la chaîne, pour pas qu'il y ait trop de graisse dans la valise. Ça te va? Ouais. Tiens-moi le cadre là. Pierre est ouvrier dans l'industrie chimique et Kenya est femme de ménage. Alors même si un tel voyage leur coûte cher, ils n'hésitent pas à surcharger leurs valises de cadeaux, car ils connaissent parfaitement les besoins des Cubains. Ils savent que là-bas, ce petit vélo rose représente 1 mois de salaire. Ça, c'est la bicyclette que j'amène à ma filleule, parce que l'année dernière, pendant mon séjour, j'ai pas trouvé de bicyclette, ni à La Havane, ni à Santiago.
Donc j'ai dit cette année, bon, je lui en amène une. Alors j'ai mis la bicyclette dans la valise pour les amener. On essaie de ramener le maximum, comme ils n'ont pratiquement rien. Pour moi, c'est important. Ouais. Parce que je sais qu'ici, je manque de rien. Donc ça me fait plaisir de les faire plaisir. Vous savez, vous êtes déjà un peu parti dans la tête? Ah, on est déjà dans l'avion. Moi, j'y suis déjà. Kenya et Pierre gagnent enfin la perle des Caraïbes. Ils ont traversé toute l'île pour retrouver leur famille, qu'ils n'ont pas vue depuis 1 an. Après un long trajet en voiture, ils gagnent l'extrême est de l'île, là où ils se sont rencontrés il y a 10 ans, Santiago de Cuba. La deuxième ville du pays après la Havane est aussi la plus influencée par les rythmes africains. Les rues en pente raide ondulent vers la mer et chaque place a son groupe de musiciens. Ici, pas de grands ensembles immobiliers, mais de somptueuses demeures coloniales. L'an dernier, c'est à 20 km de là que Kenya a acheté cette maison. Elle a choisi d'y mettre à l'abri toute sa famille, son frère Ray, sa sœur Keynes, leurs conjoints et leurs enfants. Ça c'est mon papa. Toute l'année, je reste ici toute seule, ça me rend très triste. Alors quand elle arrive, je suis très heureuse. C'est énorme, quoi, parce qu'on attend un pour venir, et puis bon, c'est l'émotion, tout. On les a aidés, et puis... Les résultats sont là. Une chambre. C'est pas fini encore, il manque le carrelage. Chaque mois, Kenya envoie de l'argent à sa sœur pour l'aménagement de la maison. Mais elle ne s'attendait pas à ce que les travaux aient autant avancé. Tu vas voir, tout n'est pas fini. Hein. C'est pas grave. Je ne le voyais pas comme ça. Quand on l'a acheté en bois. C'était tout petit, tout mal fait, c'était presque pourri. 8 mois, regarde tout ce qu'elle a fait. Refaite à neuf, la maison accueille 6 personnes, son frère, sa sœur et leur famille. Elle compte une grande salle commune, 2 chambres, une cuisine et une salle de bain. Ça coûte combien une maison comme ça? On l'a payé 5 000 $. Mais je croyais qu'il y a 1 an, on n'avait pas le droit d'acheter et de vendre des maisons. Oui, mais bon, tu sais qu'à Cuba, on peut tout faire et on ne peut rien faire. Voilà. C'est le système. Ils ont la chance, l'opportunité, qu'elle habite en France, qu'on puisse envoyer un peu d'argent de temps en temps. Autrement, ils n'auraient pas pu faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, dis-moi. Une bicyclette. Une bicyclette? Ah oui. Aïe, aïe, aïe. La bicyclette. T'es sûr que c'est pour moi? Pour fêter l'arrivée de Kenya, la famille a cuisiné un cochon, une tradition à Cuba, car les Cubains n'ont pas d'autre choix. Le bœuf est interdit. Pourquoi? Je sais pas, mais en tout cas, c'est interdit. Encore aujourd'hui, à Cuba, on risque la prison pour avoir acheté du bœuf. Cette viande de luxe est réservée aux touristes et à l'exportation. Les Cubains préfèrent le porc. C'est moins dangereux. Mais bon, la vie s'améliore un peu, même si tout est loin d'avoir changé. Qu'est-ce qui n'a pas changé? La liberté. La liberté de qui? Notre liberté. Je ne peux pas aller en Suisse, en Espagne, en Allemagne. C'est pas possible. Et ça ne me plaît pas du tout. Pas du tout. Très très bon. Très très bon. Manger la cubaine, tout à la cubaine. On oublie tout. Là, j'ai tout oublié. Là. Je suis dans mon élément. Maintenant, il peut arriver la fin du monde. Voilà. En attendant la fin du monde, place à la fête.
À Cuba, la famille, du rhum et quelques notes de salsa suffisent pour oublier tous ces problèmes. La Havane s'étend le long du fleuve Malecón, où les Cubains aiment à flâner. La vieille ville, avec ses palais décrépits et son Capitole, a des allures décadentes. La capitale de Cuba est comme figée dans le passé, arrêtée à ce jour de janvier 1959, où Fidel Castro fit son entrée triomphale. Fidel a longtemps imposé des discours fleuves devant une foule gagnée à sa cause. Mais il y a 4 ans, il est tombé malade et ne fait plus que de rares apparitions publiques. C'est son frère Raoul qui a repris le flambeau. Dans la ville, la propagande révolutionnaire reste omniprésente, en lieu et place de nos panneaux publicitaires. C'est donc logiquement à la Havane, au cœur du pouvoir, que les dissidents font entendre leur voix. La police est omniprésente et tous les citoyens surveillés de près. Souvent interdit de scène par le régime, un groupe de musiciens dissidents a choisi de donner un concert improvisé en pleine rue, dans ce quartier du Vedado. Le leader, Gorky, 43 ans, a déjà fait 2 ans de prison pour activité subversive. Une fois de plus, on nous empêche de jouer. Je suis fatigué de cette situation, c'est toujours pareil. Si leur démarche séduit les plus jeunes du quartier, elle n'est pas du goût des plus anciens. Comme partout à Cuba, ce pâté de maison a un comité de défense de la Révolution, le CDR. Ce groupe de citoyens communistes est en charge de surveiller ses voisins. Il n'hésite pas à dénoncer toute activité anti-révolutionnaire, comme ce concert sauvage. Pour le comité de quartier, cette musique est une provocation. Le CDR coupe l'électricité. Gorky, révolté, descend dans la rue pour s'expliquer avec ses voisins. Ici, c'est pas possible. On peut faire la fête quand même. Une fête normale, pas comme ça. Nous respectons vos fêtes, respectez les nôtres. Non, 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 non. C'est chez moi ici, c'est ma maison. Vous n'avez pas le droit de me couper l'électricité. Là-haut, c'est ma maison. Personne n'a le droit de me l'enlever. Un conflit de génération entre l'ancienne garde, qui a vécu la Révolution et continue d'y croire, et les jeunes qui exigent plus de liberté. Plus personne ne rêve de communisme ici. Liberté. C'est toi le fils de C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. On doit tous se respecter. La rue appartient aux révolutionnaires. Non, elle appartient à tous les Cubains. La rue est à moi. Non, elle est à tous. Allez, monte, monte, monte. La police débarque, le groupe se barricade car il risque de se faire arrêter. Regarde, la révolution. Je suis proche de Fidel, de Raoul. Regarde bien, je suis fidéliste, moi. Ce jour-là, la police ne montera pas chez eux. Gorky et ses amis s'en sortent in extremis. Le groupe punk Porno para Ricardo, créé en 1998, raille ouvertement le régime castriste. Il n'hésite pas à tourner en ridicule Fidel Castro.
Ils ont même détourné l'emblème du communisme pour en faire leur logo, en transformant le marteau et la faucille en pénis et vagin. Ils se targuent d'être un groupe plutôt con, car à quoi bon être intellectuel quand on meurt de faim et qu'on crève de chaud? Quelques jours plus tard, Gorki nous donne rendez-vous à l'écart de la ville, car il est surveillé en permanence par la police. Il a choisi un endroit symbolique, le parc Lénine, et son immense restaurant vide, autrefois haut lieu des fêtes organisées par le régime. La discrétion est nécessaire, car Gorki a déjà passé 2 ans dans les geôles cubaines. Il m'avait déjà menacé avant de me mettre en prison. La police de la culture était venue chez moi, me dire que mes chansons n'étaient pas conformes. Il voulait me faire signer un papier qui disait que je regrettais. Comme j'ai refusé, ils ont choisi une solution radicale, la prison. En 2008, ils ont essayé à nouveau de me mettre en prison. Ils m'ont accusé d'un délit que je n'avais pas encore commis. La police te dit « Je crois que tu vas commettre un délit » et pour ça, ils te mettent en prison. Des artistes et des blogueurs du monde entier ont mis la pression sur le régime, à tel point qu'il a dû changer la peine de prison de Gorki en une simple amende. Ce genre d'attitude symbolise vraiment ce régime de merde. Et vous n'avez pas peur? Bien sûr que j'ai peur. Mais cette tyrannie me fatigue vraiment. Je n'en peux plus. Je suis vraiment indigné. Mais c'est ce qui me fait avancer. Pourquoi vous ne quittez pas le pays? Je ne veux pas partir, car je ne serai pas en accord avec moi-même. En accord avec mes aspirations, avec mes rêves. Je ne veux pas fuir mon pays. Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ellos nos privan. En realidad, miren cómo nos hablan de paraíso cuando nos llueve en pena como granizo. Mientras más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Mais un autre combat moins idéologique s'impose aux Cubains, survivre au quotidien. Ah, il y en a une là-bas. Il est 4 heures du matin. Cuco, un jardinier de 61 ans, profite des 3 kilomètres qui le séparent de son travail pour ramasser des canettes vides. Pour 1 kilo de canettes, on nous donne 8 pesos. Il revend ses canettes à une usine de recyclage et peut gagner jusqu'à 10 € par mois. Il double ainsi son salaire. Le ramassage est un autre travail, une autre entrée d'argent pour la famille. Tu veux que je t'ouvre la porte? Oui. Tu me laisses les ramasser en premier? Allez, vas-y. Et même sur son lieu de travail, Cuco ne s'arrête pas. Toute canette est bonne à prendre. C'est pour ça que je me lève très tôt. Je suis toujours le premier arrivé. Car sinon les autres arrivent et Cuco n'a pas de canette. Une, deux. C'est comme la salsa. Je danse. C'est bailé. Il est midi. Cuco rentre chez lui, chargé des trésors qu'il a pu ramasser dans la matinée. Rio Verde, une banlieue modeste située à 20 km de La Havane. C'est ici que Cuco a choisi d'installer sa famille, il y a 2 ans. Voici ma femme, mon épouse. Une femme super, non? Naturelle, pas vrai?
Il a aussi la charge de ses enfants à elle, dont Anna, déjà maman à 19 ans d'une petite fille. Pour abriter toute la petite famille, il a construit lui-même cette maison avec tout le confort. Là, c'est la cuisine. Et là, la salle de bain. Et ça aussi, c'est Cuco qui l'a construit. Et au fond du jardin, une petite touche de luxe, inattendue dans ce quartier défavorisé. Ça, c'est la piscine toute neuve. Elle n'est pas encore finie. Il manque simplement de la peinture verte. Qu'est-ce qu'il y avait ici avant? Il n'y avait pas de maison? Non, rien. Rien, uniquement de la terre. En une semaine, Cuco a rencontré la demoiselle. Tout de suite, j'ai creusé des trous. Et en 6 mois, la maison était là. Avec ses 2 emplois, Cuco gagne une vingtaine d'euros par mois. Une somme dérisoire qui n'entame pas sa bonne humeur. La vie est dure ici, non? Oui, c'est dur. Il faut lutter. Mais bon, ça va. Il n'y a pas des jours où vous êtes fatigué de lutter? Non. J'aime lutter. Quand il est minuit, Cuco se couche. Et puis à 4 h du matin, hop! C'est comme ça tous les jours. Dans le quartier, si certains s'en sortent tant bien que mal, d'autres vivent dans une misère noire. À 2 pas de chez Cuco, une femme vient à notre rencontre pour nous montrer dans quelles conditions elle vit. Et dites-moi. Ne me filme pas le visage. Mais ici, c'est quoi? C'est la cuisine? La cuisine. Mais comment vous faites pour cuisiner? Elle est cassée. Et ça, c'est quoi? C'est à vendre pour manger. Des canettes amassées à même le sol pour nourrir 5 personnes au quotidien. C'est le gouvernement qui nous a mis ici. Ça fait 17 ans qu'ils nous traitent comme ça. À l'époque, cette femme vivait dans le quartier de la Vieille Havane, dans un immeuble comme celui-ci. Pas entretenu par l'État faute de moyens, les édifices tombent en ruine les uns après les autres. Cette famille a donc été relogée gratuitement dans ce taudis, officiellement pour 1 an. Elle fait partie des oubliés du régime. Elle est malade mentale. Et elle a quel âge? 35. Et votre maman? C'est votre maman? 80. Mais que fait le gouvernement pour vous? Bah rien. Il s'occupe pas de nous. Ne me filme pas le visage. Je veux pas de problème. Quel type de problème? Bah, s'il me voit en train de vous parler... Dans ce pays, critiquer le gouvernement peut coûter cher. Cette femme préfère rester discrète. Elle est résignée sur son sort, trop occupée à la survie des siens. Mayoline, la femme de Cuco, l'homme aux canettes, est mère au foyer. Chaque jour, elle doit se débrouiller pour trouver de quoi nourrir sa famille. Ce matin, c'est le luxe, il y a du café. Ça coûte cher le café? Quand il y en a, c'est 15 pesos. Le petit paquet? Le petit paquet. Donc vous n'en buvez pas tous les jours? Non, 1 fois par mois. C'est terrible. Il est bon. Tu devrais le goûter. C'est la fin du mois. Les finances de la famille sont au plus bas. Avec sa fille Anna et sa petite fille, Mayoline se rend au marché, à 1 kilomètre de chez elle. En ce moment, à la maison, il n'y a pas de riz, il n'y a pas d'huile, pas de sucre, il n'y a rien. C'est très difficile. Comme tous les Cubains, Mayoline commence par aller voir ce qu'elle peut trouver à la bodega, l'épicerie d'État. Tu me donnes un savon de lavage? Allez, je te le coupe, ça t'en fera 2. Et t'es un tricheur, toi? Il n'y a plus de sel? Non. Il n'y a pas de sel. Et vous allez prendre quoi d'autre? C'est tout, rien d'autre. Pourquoi vous ne prenez pas du riz? Je n'ai plus le droit à du riz sur mon carnet. C'est mensuel. Il y a une quantité fixe de riz, de haricots, de sucre, et quand on n'a plus le droit à rien, il faut acheter ailleurs. Mayoline a épuisé son quota de denrées recensées dans son carnet de rationnement, la libreta.
Chaque famille en possède un pour aller faire ses courses dans les bodegas, qui vendent tous les produits de base à des prix dérisoires. Son carnet vide, Mayéline espère trouver du riz à l'échoppe d'à côté. Mais cela va lui coûter plus cher, si elle en trouve. Car sur les marchés officiels, le choix est toujours limité. Est-ce qu'il y a du riz? Non. Et des haricots rouges? Non, il n'y a que des blancs. Donne-moi 5 livres de patates. C'est combien? 5 pesos. C'est cher ou ça va? Non, c'est bien. C'est bien. Merci, au revoir. Quant à la viande, aucun choix. Les Cubains n'ayant pas le droit d'acheter du bœuf, seul le porc est en vente sur les étals. Mais maman, c'est 25 pesos la livre. Pèse-la pour voir combien ça coûte. On va voir si on peut, ça dépend du prix. 65 pesos. C'est pour un repas ou deux? Un repas. 65. 65. Et donc? Je ne peux pas. Ben c'est cher. C'est très cher pour les gens, non? Un peu trop. Même le porc reste un luxe. Aujourd'hui, la famille devra se contenter de patates et de quelques bananes. Je n'ai quasiment rien acheté. On n'a pas acheté de riz, pas d'huile, donc on manque encore de tout. Pourquoi vous n'avez pas trouvé de riz? Il n'y en a pas. Et certains produits de base ont vu leur prix flamber. Le dentifrice, c'est 8 pesos. Avant, à la bodega, ça valait 60 centimes. Et aujourd'hui, sur le marché libre, c'est 8 pesos. 15 fois plus cher. À Cuba, il existe 2 systèmes de distribution et 2 monnaies. Les Cubains privilégient les magasins d'État aux rayons quasi vides parce qu'ils peuvent payer en peso national, la monnaie avec laquelle les salaires sont versés. Il existe aussi de nombreux supermarchés où l'on trouve de tout comme chez nous. Mais les marchandises doivent y être réglées en dollars cubains, 25 fois plus cher que le peso national. Ici, un simple paquet de pâtes coûte 3,90 $, un prix inabordable pour la plupart des Cubains. Avec l'envolée des prix, le marché noir est florissant. Près de 80% de l'économie cubaine serait souterraine. José, 24 ans, vient d'ouvrir un petit commerce. Mais il se fournit au noir dans les faubourgs de La Havane. Ici, on trouve de tout. Des ustensiles de cuisine en plastique, des robinets et même quelques vêtements, 2 fois moins chers que dans les magasins d'État. C'est un marché illégal. Chaque week-end, tous les habitants de cette rue transforment la cour de leur maison en échoppe éphémère. Nous suivons donc José avec une caméra discrète. Tout est illégal ici. Et la police peut débarquer à tout moment. Et quand il débarque, tout le monde se barre. Combien le plat en métal, là? Celui-là, là, c'est 30 pesos. Ok, j'en prends un. Mais vous n'avez jamais eu d'ennui? Non, pas jusqu'à présent. Et pourquoi la police n'est pas là? Elle va venir, mais plus tard. Elles sont à 10 pesos? Oui, c'est ça. 1 heure plus tard, nous retrouvons José qui installe son stand officiel. Il profite de la nouvelle loi qui légalise 178 métiers comme remplisseur de briquets ou vendeur de beignets. Il a une licence en bonne et due forme, mais il viole la loi en achetant son stock sous le manteau. Une situation absurde, mais très fréquente sur les marchés cubains. José préfère donc témoigner de façon anonyme. Tu devrais essayer les plus grandes. Acheter 10 pesos au marché noir, José les revend 25. Il gagne une 50aine d'euros par mois, ce qui représente 3 fois le salaire moyen. Avant, j'étais peintre dans une école. Et c'est mieux maintenant? Oui, oui. Je suis mon propre chef. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je travaille quand je veux. Mais José vend aussi des marchandises interdites. Il se méfie de la police qui passe régulièrement sur le marché
pour vérifier la conformité des stands. Et pourquoi vous les enlevez? On n'a pas le droit de les vendre. Si je vends de l'aluminium, je me prends une amende de 1500 pesos. Et si tu ne paies pas dans le mois, ils te la doublent. Si tu ne paies pas, ils te mettent en prison. L'État ouvre timidement Cuba au capitalisme, mais on y risque encore une forte amende pour avoir vendu une petite cuillère en aluminium. Des règlements absurdes aux yeux des opposants qui se réunissent régulièrement les uns chez les autres. Porte ouverte pour éviter le délit de clandestinité. Toutes générations confondues, d'anciens fonctionnaires déçus côtoient les jeunes dissidents. Des blogueurs, des graphistes, des poètes et des musiciens comme Gorky. Porno para Ricardo veut toujours jouer. Ceux qui ne veulent pas qu'on joue s'appellent Castro. Porno para Ricardo est vivant. Le Parti communiste est mort. Si le groupe ne joue pas ce soir, c'est à cause des menaces de la police. Elle a fait savoir qu'elle était prête à arrêter tout le monde. Gorky signe quand même des CD que certains se sont procurés sous le manteau. De nombreux artistes et intellectuels vivent à la Havane, dans les quartiers du Vedado et du Nuevo Vedado. Hasard ou coïncidence, Vedado signifie interdit en espagnol. Lors de la Révolution en 1959, le régime a réquisitionné de nombreuses maisons après la fuite de leurs propriétaires. Rebecca et Fernando, un couple d'intellectuels à la retraite, sont restés et ont donc pu garder leurs biens. Ce 4 pièces cossu avec terrasse, richement décoré. Tous deux sont d'anciens fonctionnaires du régime. Lui était militaire et elle diplomate à Paris. Aujourd'hui clairement opposés au gouvernement, ils luttent contre la censure et la propagande qui règnent à Cuba. Apporte la radio. Voyons quelles sont les nouvelles aujourd'hui. Scandalisés par l'absence d'informations disponibles, Rebecca et Fernando se sont procurés une radio à ondes courtes. Seul moyen de capter les nouvelles du monde entier, comme la BBC par exemple. Presque personne n'en a. Ce n'est pas interdit, mais on n'en trouve pas. Ils ne vendent pas de radio ondes courtes pour que les gens n'écoutent pas les nouvelles de l'extérieur, pour qu'ils n'écoutent que les nouvelles de Cuba, car c'est la seule qui dit la vérité. Mais ils ont beau avoir une radio adaptée, certaines stations internationales sont censurées. Ça, c'est Radio Marti. On ne peut pas l'entendre. C'est quoi Radio Marti? C'est une radio émise depuis Miami. C'est celle qui donne le plus de nouvelles sur Cuba. Mais c'est quoi ce bruit? C'est une interférence que met l'État pour brouiller les ondes. L'information ici est très limitée et très manipulée. Si nous n'avions pas cette radio, nous serions totalement désinformés. L'immense majorité du peuple cubain lutte pour trouver ce qu'il va mettre sur la table. Ils passent la journée à courir pour rapporter de la nourriture. L'État le fait exprès pour que les gens cherchent en permanence quoi se mettre sous la dent et n'aient pas le temps de réfléchir. Ici, il n'y a pas le temps de penser à autre chose qu'à manger. Une désinformation savamment orchestrée depuis plus d'un demi-siècle. Seuls les Cubains qui ont eu la chance de voyager se rendent compte de la manipulation de l'information. Je croyais en fidèle à l'époque. Mais quand je suis allée à Paris, j'ai commencé à voir une autre presse, d'autres opinions, une autre télé. Et j'ai commencé à changer. J'ai réalisé que c'était le monde réel et d'où je venais, une capsule spatiale. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher une radio ondes courtes et les journaux étrangers pour m'informer. Et je me suis dit, soit le monde entier ment, soit nous sommes les menteurs. Mais quelqu'un ment. Ce n'est pas possible que 12 journaux mentent et qu'un seul dise la vérité. Si Fernando et Rebecca ont choisi de rester à Cuba, 3 enfants sur les 4 qu'ils ont eu chacun de leur côté ont quitté l'île. L'un s'est marié à une Canadienne, les 2 autres sont partis en vacances, sans jamais revenir au pays. Je me suis retrouvée seule dans cette maison, très angoissée car avant, avec tous ces enfants, elle était pleine de vie. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti? Parce que je suis masochiste. J'adore me torturer. Non, parce que j'aime vivre ici et je tiens à conserver tous les souvenirs de famille pour mes enfants. Si je m'en vais, tout se perd. Les Cubains qui quittent le pays illégalement doivent renoncer à tous leurs biens, qui sont ensuite récupérés par l'État.
En revanche, ceux qui vivent à l'étranger peuvent acheter des maisons. C'est dans ce village près de Santiago de Cuba, au sud-est de l'île, que nous retrouvons Kenya, dans la maison qu'elle a achetée pour abriter sa famille. Vous voyez, regarde, là, il n'y a pas d'eau. Voilà. Il n'y a pas d'eau. Pour les toilettes, il n'y a pas d'eau. Pour l'instant, on vide le toilette avec les seaux. Comme beaucoup de maisons à Cuba, il n'y a pas de raccordement au réseau de la ville. Alors la seule solution est de s'en tenir à un système à l'ancienne. Avec son frère Ray et son mari Pierre, Kenya part en ville à la recherche des matériaux nécessaires. Dans ce magasin d'État, le choix est limité et les prix élevés. C'est combien les citernes en plastique? La bleue là-bas? Oui. 1370 pesos. 39 €, l'équivalent de 3 mois de salaire moyen. Je croyais que c'était difficile de trouver des matériaux. En fait, il y a tout ici. Mais regarde les prix. Quoi, le prix? Tout le monde ne peut pas venir acheter ça. C'est combien? Ça serait 25 pesos. 25 pesos l'unité? Oui. $1 chaque carreau. Donc bon, énorme. Je vais t'en acheter 2. 2 comme ça? Oui. 2. Kenya a beau être cubaine, elle est ici en vacances et n'a donc en poche que des dollars pour touristes. Elle a largement de quoi payer, mais ce magasin d'État n'accepte que la monnaie nationale. Va nous changer ça en pesos cubains, s'il te plaît. Le magasin ne livre pas, mais un camion qui passait par là fera la course pour seulement 5 pesos. Il y a toujours quelqu'un pour gagner quelques pesos, tu vois. Lui, il a un camion, bon, qui va faire des transports d'un côté à l'autre. C'est un système D, et puis s'il y a de la monnaie, bon, on arrive à se débrouiller, sinon c'est la galère. Ah, a mí me da aquella. 2.740 pesos. Dale, gracias. Au revoir, merci. Fais-la reposer sur le rebord. Baisse un peu. Baisse encore un peu, sinon tu ne passeras pas. Voilà, c'est bon. Vous avez le soleil qui chauffera tout le plastique. On aura quand même de l'eau assez chaude. Ça ira pour prendre la douche. Ça, pour une maison cubaine, c'est du luxe ou pas? Oui, c'est quand même assez du luxe parce que bon, il faut faire chauffer de l'eau, tout. C'est quand même la galère tous les jours. Hein. Là, bon, ce sera plus facile, beaucoup plus facile. Avec la nuit qui tombe, à Santiago, la ville s'éveille. Impensable pour Kenya et Pierre de passer une soirée à Cuba sans aller respirer l'ambiance festive de la rue. La dictature cubaine n'interdit pas la fête. Pour danser, le peuple peut se rassembler dans la rue sans risquer d'avoir l'air contre-révolutionnaire. À Santiago, la musique est partout et tous les styles coexistent. La salsa, bien sûr, mais aussi le rap sauce cubaine, très à la mode en ce moment. Je suis cubaine, je connais les problèmes qu'il y a, mais juste de voir les gens comme ça me donne envie de vivre. Sans rien, mais avec un peu de boisson et la musique, le cubain il arrive à vivre. Partout dans l'île, à la nuit tombée, les esprits s'échauffent. Les Cubains donnent leur corps à la danse.
Ça, c'est trop strict à mon goût. Si tu me l'avais dit, j'aurais mis l'autre, pour que ça change un peu. C'est juste pour qu'il n'y ait pas de rupture dans ta silhouette. On va faire une photo en maillot de bain avec les cheveux qui tombent sur les seins. Allez, c'est bon, tu peux aller t'installer. Malgré les apparences, cette jeune fille ne joue pas dans une sitcom de la télévision locale. Elle va fêter ses 15 años, l'anniversaire de ses 15 ans. Avant la fête de ce soir, place à l'incontournable séance photo. Allez, fais-moi un petit sourire. L'équipe est digne d'une professionnelle. Photographe, caméraman et coiffeur, le tout sous le regard attendri de sa mère, serveuse dans une cafétéria. Tu arrives près de l'eau, tu t'arrêtes et tu prends la pose. Quelle pose je prends? Oh, n'importe, comme ça, avec tes cheveux en l'air. Voilà, ici. Vas-y, tourne-toi. La séance photo se poursuit dans le parc San Juan à Santiago de Cuba. Malgré ses extensions et son maquillage appuyé, Amy n'a pas encore la démarche assurée d'un top modèle. Elle enchaîne les prises de vue. Cela fait partie de la tradition des 15 ans, encore vivace dans toute l'Amérique latine. Il faut absolument le faire. Le plus important, c'est la séance photo. Même s'il n'y a pas de fête après, il faut absolument des photos. C'est ça les 15 ans, un souvenir. Et les poses suggestives font partie du jeu, auquel Amy se prête avec amusement. Les 15 ans marquent l'âge de la majorité sexuelle. Amy vient d'un quartier défavorisé du nord de Santiago de Cuba. Ici, les ouvriers et les employés s'entassent dans des maisons de poupées au confort rudimentaire. Et rien n'est entretenu, ni les rues en terre, ni le réseau électrique. Salut. Là, t'as la robe, t'as tout. Je t'ai tout apporté. Le jupon et la parure assortie avec le collier et le bracelet. Allez, j'y vais, bonne soirée. Toute la famille d'Amy met de l'argent de côté depuis des années pour le grand jour. Rien n'est trop beau pour montrer aux voisins qu'ils ont les moyens d'offrir une fête grandiose à leur fille pour ses 15 ans. Ça doit vous coûter cher tout ça, hein? C'est un gros sacrifice. Ça vous coûte combien? Beaucoup, beaucoup. Les photos, la location de la salle, la robe, tout ça, ça coûte de l'argent. Le père d'Amy est ouvrier dans le bâtiment. Avec sa femme, il gagne 12 € par mois. Et pourtant, ils vont débourser 350 € rien que pour la fête des 15 ans. Ça fait presque 3 ans que j'économise. Mais bon, c'est la tradition. Comme moi, je n'ai pas eu la chance de fêter mes 15 ans aussi bien, j'ai envie que ce soit exceptionnel pour ma fille. La fête commence dans 1 heure. Il est grand temps pour le père d'Amy de se faire beau. Tout le monde s'est mis sur son 31 et comme pour un mariage, la jeune fille se doit d'arriver en dernier. C'est dans ce vieux camion brinque-ballant que les invités apprêtés prennent place. Rien d'étonnant car ce bus insolite sert encore de transport en commun. Après 3 heures de maquillage, la jeune princesse se montre enfin. Pour l'occasion, les parents d'Amy ont loué une belle voiture américaine des années 50. Une vieille guimbarde qu'il faut bichonner. C'est Guillermo, son petit copain, qui l'accueille et l'escorte pour ce bal des débutantes version cubaine. À l'origine, cette fête était organisée dans les familles aisées pour présenter les jeunes filles en âge d'être mariées. Aujourd'hui, elle se déroule dans ce centre de loisirs d'État, avec sa piscine vide depuis bien longtemps.
Aujourd'hui, elle est vraiment très belle. Vous êtes fiers d'elle? Bien sûr. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous lever pour accueillir la reine de la fête. Et maintenant, voici les parents. Le diadème symbolise le passage de la jeune fille à la femme. C'est vraiment très beau. C'est encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Le sacrifice valait vraiment la peine, car je sais qu'elle est heureuse. Tu te rends compte du sacrifice financier que tes parents ont fait pour la fête? Oui, ça leur coûte beaucoup. Après la valse obligatoire, place au reggaeton. La fête devient cubaine. Ce matin, à La Havane, nous retrouvons le dissident Fernando dans son bel appartement. Il y a un an, il a décidé d'informer le monde entier sur la réalité de la situation à Cuba. Il a donc créé un blog où il traite des problèmes économiques, politiques ou sociaux de Cuba, sur lesquels il pose bien entendu un regard critique. Ça s'appelle Marmelade, parce que je parle de choses acides et douces. Mais Fernando n'a pas Internet chez lui. Alors, pour publier son blog sur la toile, il utilise une clé USB qu'il emporte dans les grands hôtels ou qu'il donne à des touristes de passage. Car à Cuba, seuls les étrangers et les dignitaires du régime ont accès à Internet. C'est un moyen de plus pour contrôler l'information, pour que les gens n'aient pas accès aux infos du monde entier. Pourquoi n'y a-t-il pas de marché noir pour se procurer Internet chez soi? Mais si, il existe un marché noir pour Internet. Mais ça coûte $50 par mois. Pour seulement 2 ou 3 heures de connexion. Et je ne gagne que $15 par mois. Donc si on avait $50 à dépenser, on les utiliserait pour survivre. Fernando et Rebecca guettent l'arrivée de leur amie Yoani Sanchez, l'opposante au régime la plus engagée du pays. Elle est surveillée en permanence par les autorités. Sa maison étant gardée par la police, nous n'avons pas pu la rencontrer chez elle. Bonjour, comment va la vie? Elle est où, Rebecca? Ici. Alors, ma beauté, comment ça va? Bienvenue, ma chérie. Connue dans le monde entier, cette journaliste écrit pour le grand quotidien espagnol El País. En 4 ans, elle est devenue la bête noire du gouvernement qui l'a fait passer pour un agent de la CIA. En accordant cette interview exclusive à la télévision française, Yoani Sanchez prend un risque énorme. 2 jours plus tôt, c'était la journée internationale des droits de l'homme. À Cuba, pour les dissidents, cet événement a pris un tour dramatique. De mardi dernier à hier, le nombre de personnes arrêtées est le plus élevé de la décennie. 312 arrestations en moins d'une semaine. Et ça, bien sûr, ils n'en parlent pas dans la presse. Bah non, ils s'intéressent à d'autres sujets. Ils se concentrent sur les belles avancées de l'État, comme d'habitude. Ah oui, tiens, un truc sympa. Dans quel journal du monde on parle de la production de bananes qui augmente? Dans aucun journal au monde, on te parle de bananes ou de patates. Ici, c'est une nouvelle parce qu'il n'y en a jamais nulle part. La presse cubaine se résume à 3 titres. 2 quotidiens et un hebdomadaire, tous propriété de l'État. Ce journal n'est pas financé par ceux qui l'achètent. Il se finance avec l'argent de la nation. Donc quand j'achète un litre de lait à 1,80 $, je finance ce journal de merde. Je finance aussi le mec qui va m'emmener de force et me mettre en prison.
Mais comment expliquez-vous qu'il ne vous ait pas encore mis en prison? Je pense qu'un jour ça va arriver. Ce n'est pas parce que je n'y suis jamais allée que je n'irai jamais. À Cuba, quand tu franchis la ligne entre fermer ta gueule et l'ouvrir, tu as de gros problèmes. Tu es surveillé par la police, tu es mis sur écoute, tes amis sont menacés, ta famille est intimidée, tu perds ton emploi. Donc j'ai dû apprendre à vivre avec tout ça. Mariée et mère d'un garçon de 16 ans, Yohanni est professeure d'espagnol. Mais depuis 4 ans, l'État lui refuse tous les postes. Elle consacre donc son temps à son blog. Pour se connecter à Internet, elle utilise les mêmes moyens alternatifs que Fernando. Elle se sert aussi des réseaux sociaux, accessibles depuis son téléphone portable. Par exemple, le jour des droits de l'homme, il y a eu beaucoup de personnes arrêtées. Alors j'ai envoyé un message qui disait « Dans quelques minutes, je vais sortir dans la rue ». Si dans 1 heure je n'ai pas envoyé d'autres messages, c'est qu'ils m'ont arrêté. Vous êtes mes anges gardiens. Et résultat, je n'ai eu aucun problème ce jour-là. Aujourd'hui, le gouvernement annonce de nombreux changements, comme l'autorisation pour les Cubains de voyager librement. Une nouvelle loi qui laisse Yohanni Sanchez perplexe. À mon avis, ils ne vont pas totalement ouvrir le pays. Il y aura une liste noire de personnes qui, comme moi, ne pourront pas quitter le pays. Moi, le jour où la loi sort, je prends ma valise et je vais à l'aéroport. On jugera sur pièce si cette nouvelle loi est une ouverture réelle. Même si Yohanni pouvait sortir du pays, elle n'en a pas l'intention. Je ne vais pas partir. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas. C'est mon pays, je veux rester ici. Je veux voir la fin du film, mais dans mon pays. J'ai 36 ans et j'aime bien ce que disaient les jeunes soviétiques lors de la perestroïka. Ils ont le pouvoir, mais nous, on a le temps. Moi, j'ai le temps. J'ai 36 ans et je vais survivre. J'y crois dur comme fer. Yohanni est parfaitement consciente que les autorités verront l'interview qu'elle vient de nous accorder et qu'elle risque la prison. « 1er janvier à la Havane. Dimanche de fête chez Cuco, le chef de famille qui ramasse des canettes pour survivre. Allez, vas-y. Fais courir le cheval. Allez, avec une main en l'air, comme ça. Toute la famille est réunie pour fêter le Nouvel An. Cuco est fier d'inaugurer son nouveau bar qu'il a fabriqué lui-même. Comme tout Cubain qui se respecte, le Morito n'a pas de secret pour lui. Même s'il sera aujourd'hui sans menthe, ils n'en ont pas trouvé. Allez, chin. Bonne santé à tous. Prospérité pour la nouvelle année. Que Roberto puisse fêter ses 100 ans, Mayelin 100 ans, toi aussi, et moi 120. 120 pour Cuco. Au menu, riz aux haricots noirs et manioc, sauce à l'orange et à l'ail, les 2 plats incontournables de tout repas cubain. Ils ont même réussi à acheter du porc. C'est la fête. C'est la fête, l'anniversaire. Celui de Cuco? Non, c'est pas le mien. C'est comme un anniversaire parce qu'il y a du porc à table. Et vous l'avez acheté où? Je l'ai acheté au marché. On n'en mange pas souvent, 1 fois par mois, quand on peut. Et puis pour le Nouvel An ou à Noël. Aujourd'hui, Cuco et ses invités oublient la dureté de la vie à Cuba. En ce moment, lui, il est bien. Il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il mange de la viande. Mais c'est Cuco qui est content, non? Oui, il attendait ça depuis longtemps. Ah, il l'attendait ce repas, hein? Ça change des œufs. On aurait dû manger des œufs. Si Mayelin ne s'était pas débrouillée, on aurait eu de la soupe, hein? Le père de Mayelin a vécu la Révolution. Et malgré les difficultés quotidiennes, il reste un fervent adepte du régime castriste.
Ici, on vit très bien. On n'a pas de problème, on a la médecine gratuite, le gouvernement prend soin du peuple. Avant la Révolution, on vivait très mal, sans chaussures. La vie était bien plus dure à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de nourriture et il n'y avait pas d'argent. Mais le gouvernement vit mieux que vous, non? Non, 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 ce gouvernement est le meilleur qu'on ait jamais eu, le meilleur de tous les temps. Je crois vraiment que le pays est en train de se développer. On va avancer. En attendant que ça avance dans le pays, Cuco garde son sens de l'humour et s'amuse à nous imiter. Il s'est fabriqué lui-même une caméra de fortune, avec une canette bien sûr. Qu'ils soient optimistes ou pessimistes, tous pressentent un changement, qu'ils sont bien décidés à vivre de l'intérieur, à Cuba. Qu'est-ce qui n'a pas changé? La liberté. Vous pensez que ça va changer? J'espère. On va bien voir. Ils ont le pouvoir, mais nous, on a le temps. Moi, j'ai le temps. Il faut se battre, mais ça va. ¡Libertad!